Moi, je le trouve très bon. Rien ne sert de courir, il faut marquer à points. C'est ainsi que le Barça a construit son succès 4-2 hier sur la pelouse de l'Atlético de Madrid. Sans se précipiter, les Catalans ont fini par faire sauter le verrou des Colchoneros qui ressemblait pourtant à ceci, une muraille imperméable pendant 72 minutes. Omar, le succès du Barça, c'est peut-être d'abord l'éloge de la patience. Parce que on le répète, que des fois on se dit comment essayer de passer, de rentrer. Regardez, sur cette action, il y a 9 joueurs en dehors de Griezmann. Ils sont tous, donc périmètre, il n'y a même pas l'humidité qui peut pénétrer dans une défense ainsi constituée. En même temps, donc, c'est très difficile pour que les joueurs du Barça ils puissent faire la différence. On disait d'ailleurs en première période, Benjamin, qu'on n'avait pas vu le vrai visage des joueurs talentueux du Barça. C'est peut-être ça l'explication, c'est qu'il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de place pour s'exprimer. C'était impossible à jouer. Franchement, on attendait Dani Olmo, on attendait Lamine Yamal, on attendait tous les artistes, mais c'était impossible pour eux à jouer. Derrière, c'était un marquage, ils étaient quasiment 8 ou 9 sur 10 mètres. Donc non, franchement, c'était injouable. Donc plus que l'éloge de la patience, moi je dirais aussi l'éloge du mental pour y croire et revenir avec le but de Lewandowski. Oui, mais il faut bien souligner que l'Atlético Madrid jouait à la maison et qu'il fallait qu'il gagne et que normalement on attendait, soi-disant, un match dans lequel... Est-ce qu'on attendait vraiment ça? Est-ce qu'on attend toujours vraiment ça, Omar, de la part de l'Atlético? Mais à un moment donné, on dit qu'il a dit amener sur un terrain, il faut qu'on aille pour la conquête, essayer de rattraper. Donc il y a quelques phrases qui ne peuvent nous faire entrevoir une ouverture En tout cas, il n'y avait pas vraiment d'ouverture, il n'y avait pas l'ombre d'un espace même dans cette défense madrilène ultra resserrée, confinée à sa moitié de terrain, voire effectivement à ses 35 derniers mètres, Benjamin, et qui a rendu la vie absolument impossible aux attaquants du Barça, et notamment à Lamine Yamal, collé serré. Il a eu du mal à exprimer son talent pendant très longtemps en cours de cette rencontre. Il est en galère parce qu'on voit à chaque fois une charge à 2 joueurs toujours sur lui. Donc compliqué de s'en sortir malgré tout le talent qu'il a. Donc non, pour moi je dis que ces joueurs-là ont quand même du mérite d'essayer de tenter. Quand on voit en face la pauvreté footballistique proposée, ça joue derrière, ça fait que défendre et ça s'attaque au point fort. Yamal, Olmo, Rafinha, c'est faire déjouer uniquement. C'est juste faire déjouer. Exactement. Et c'est même pas essayer de faire quelque chose de bien devant ton public. Mais même, je trouve que, en fait, pour le Cholo, l'important c'est pas gagner, c'est faire perdre l'adversaire. Tellement, au départ, tout est dans la discipline, à l'organisation pour ça. Parce que quand tu vois, en plus, après il y a la valeur individuelle. Le pauvre Samuel et Lino, il a joué aide arrière gauche. Toi, il y a l'aide comptable, tout le temps à côté de ce qui fait que le pauvre mec, je sais pas qu'est-ce qu'il lui a dit à sa femme ou à sa fiancée quand il est rentré. J'ai joué au foot, il a couru derrière la balle, alors que c'est à la base un attaquant, il y a un joueur techniquement très fort, justement pour faire la diff dans la zone où il est très important. Et malgré tout, malgré ça, malgré les tirages de maillot, les intimidations, les petits coups par-ci par-là, les attaquants du Barça ont trouvé la faille. Yamal a marqué pour la première fois depuis le 26 octobre dernier, c'était la date du Classico au Bernabéu, et à seulement 17 ans, il fait quand même preuve d'une maturité et d'un sang-froid impressionnant, parce qu'il ne s'est jamais énervé finalement, Benjamin. Et alors, là, on est à 2-2 en plus dans le temps additionnel, et je pense qu'il y en a pas mal avec les erreurs, les échecs qu'il a pu connaître avant dans ce match, qui n'aurait pas tenté sa chance. Et là, je trouve qu'il avait fait vraiment force de caractère. Bon, il a de la réussite parce que le ballon est dévié, mais au moins, franchement, il est audacieux et il faut mettre en valeur des génies comme ça plutôt que des systèmes défensifs. Il provoque sa chance d'ailleurs sur cette frappe. Oui, en plus on dit tout le temps, comme dans les films, la chance, il aime aller avec les héros, il se lie avec ceux qui tentent quelque chose. Avec les gentils. Exact. Avec les bons. Et ça, je pense, tu vois, le but de Yamal, je pense que c'est un but qui va rester pour lui, auquel on va l'associer. Tu vois, le but qu'il a mis contre la France à l'Euro, on va dire c'est lui qui marque le but du 3-2 aussi dans l'attribution du titre. Dans sa propre histoire à lui, je pense que ce sont des buts très importants. Alors, mené 2-0, comment les Catalans ont-ils réussi à inverser la tendance? La réponse, quelle clé du succès du Barça, c'est un réajustement tactique ingénieux de la part d'Hansi Flick. En repositionnant Rafinha en 8, il a donné, et ça c'était assez inattendu, il faut bien le dire, à ses joueurs les clés, les moyens pour gagner. Oui, maintenant le constat avec la victoire fait dire que les changements ils ont plus qu'utiles. Et aussi le cas de Ferran Torres, parce que le fait que Ferran Torres est rentré a permis de jouer avec 2 avant-centres quelque part, dans une zone où l'Atlético avait mis 3 défenseurs. Donc on voit que Ferran Torres il est très souvent dans la zone de Lewandowski.
Mais on voit rarement Rafinha aussi bas, face au jeu à ce point, aux côtés de Pedri et plus proche aussi un petit peu de Yamal parfois. Oui, parce que bon, en plus il marque. On dit que parce que il veut utiliser le côté centré, pied rentrant, toi. Et après c'est lui qui récupère. Ouais. Et ça fait but derrière. C'est vrai que ce changement tactique a été ultra efficace parce que lui aussi, il avait énormément souffert, Rafinha, en première période. Bah ouais, puis je trouve que c'est une preuve d'intelligence de dire oh là, il y a trop de monde, ça devient trop dur. Ouais. Je me mets aussi un petit peu en retrait, je me mets en recul pour mener le jeu. Et voilà. Oui, est-ce que si Lewandowski ne faisait pas ce qu'il a fait au moment où il a fait, de la manière qu'il a fait, c'est la master, c'est autre chose. On reviendrait dans le cas Rafinha, on ne sait pas ça. Parce que je crois que c'est là. Ouais. Vous savez, j'ai lu un article magnifique, et Sonny le disait aussi. Regardez le contrôle de poitrine. Le contrôle de poitrine, il n'est pas bon. Quelque part, la balle, il dégueule un peu trop. Il sait ce qui lui permet d'aller la chercher en taclant. Il sait ce qui lui permet de la rabattre. De fouetter et de la rabattre. Exact. Ouais. Si c'est Ronaldo, le Brésilien... Le contrôle est parfait. Bien joué. Mais il n'y a peut-être pas but. Absolument. Et voilà comment quoi. Si c'est Ronaldo, bon, il endorme, il anesthésie le ballon. Ouais. Il va. Alors que là, sur cette action, je l'ai toujours aperçu. Regarde, toi, normalement, à l'école, on dit qu'il faut faire... Toi, nous, on a le clou. Moi, j'ai le clou. Toi, pac, il c'est fini, toi. Ah ouais. Donc, on n'en parle plus. Faudra faire une émission thématique entre le lait et le clou. On pourra faire une thématique un jour, le lait et le clou. Parce que là, il y a... Mais évidemment, petit. Moi, en tout cas, il a vraiment... Et vous l'avez dit il y a quelques minutes, Benjamin, c'est vrai que son but, il relance tout. Il sonne la révolte, finalement, des Catalans. Et c'est lui qui remet en selle toute son équipe. Bah voilà, parce qu'on parle toujours de Yamal, on parle toujours de Rafinha. Lui, il est en train de faire sa meilleure saison au Barça. Bizarrement, je trouve qu'on en parle un petit peu moins. Et moi, je pense... on en parle dans Liga Extra. Pardon. J'ai pas dit qu'on n'en parle pas, j'ai dit peut-être un petit peu moins ou pas assez, effectivement. Mais voilà, un joueur qui a un grand mérite, effectivement. Et moi, je trouve ce but, ça, c'est un but rare. Il n'y en a pas beaucoup qui peuvent en mettre. C'est peut-être la marque d'un grand, d'ailleurs. C'est un but clé dans un match clé. C'est un match qui est vraiment un virage important dans la course au titre, ce match hier soir. Et comme il avait été décisif dans le Classico au Bernabéu, faut s'en souvenir. Voilà. Premier but du match, c'est lui. Second but du match, c'est lui également. Comme il pourra peut-être être décisif en quart, en demi ou en finale de Ligue des Champions. Et il aura peut-être un jour le ballon d'or qu'il n'a pas eu. Mais parfois, je ne veux pas dire qu'on minimise un peu, mais on dit voilà, ça y est, il est en fin de carrière, il a 35, 36 ans et tout, mais c'est un attaquant monstrueux. Il fait une excellente saison quand même. Hansi Flick l'a remis très clairement en selle. Il était un petit peu moins bon la saison passée. Là, il est... Et un peu, même, ça me fait penser à Benzema. Benzema, tu vois, il fait ses meilleures saisons à partir de 33, 34, 35. Voilà. Mais Benzema, il participait, il touchait. Moi, je trouve qu'il a de la grandeur dans cet aspect-là. Parce que des fois, il touche pas le ballon. Comme il a la mission de jouer des références, il passe un peu inaperçu. Parce qu'en plus, comme ça joue tiki-tik, et lui, il doit occuper un poste. Oui, c'est un pur numéro 9, Lewandowski. On peut le considérer que c'est pas que tu te refroidis, mais que tu t'éloignes de l'objet que tu désires. Et au moment où il faut, justement, s'appliquer et faire la diff, le geste exact, le contact est précis. Mais est-ce que pour vous, malgré tout, il fait partie des grands numéros 9 de ce jeu? Oui. Oui. À un moment donné, j'avais dit tout au début, quand il était même... il aurait dû avoir le ballon d'or quand ils l'ont pas... Quand il l'a pas eu. Bien sûr. Ouais. Non, et même, un jour, j'ai osé dire que c'était le Van Basten. Si, un jour, il avait fait un contrôle, il y a un râteau. Si, un peu Van Basten, je suis d'accord avec toi. J'ai pas beaucoup de Van Basten. Vous êtes pas souvent d'accord avec lui. Non, mais vous êtes d'accord. Non, mais parce que là, tout à l'heure, je dis des trucs désagréables. D'abord, tu vois, bien joué. La caresse et après, pif. Bien joué. Hier à Madrid, l'ancien attaquant de l'Atlético, Kevin Gamero, était notre invité. Et en avant-match, il nous a dit ceci. Et une anecdote, c'est un match à Villarreal, on perd 3-0, il me prend dans son bureau le lendemain, il me dit ouais, pour toi, est-ce que tu as fait un bon match? Je lui dis non, il me dit pour moi tu as fait un très bon match. Je lui dis mais pourquoi? Parce que tu as récupéré 5 ballons, au numéro 6. Voilà, donc il parlait évidemment du Cholo Simeone, pas de but pour un attaquant mais 5 ballons récupérés, c'est donc un bon match aux yeux de Diego Simeone. En une anecdote, Omar, il a peut-être résumé la philosophie du Cholo. Exact. Tous les joueurs qui jouent avec El Cholo, il faut absolument qu'ils s'imprègnent, qu'ils puissent avoir la mesure de ce que c'est une mission du sacrifice, du défi, d'avoir de la mauvaise haleine, d'avoir des moustaches un peu qui poussent, toi, tout ce qui est même limite
très souvent entre la malice, je ne veux pas employer le mot triche. Le vice, voilà. C'est le vice. Malice, tirer vice. Un peu les maillots comme ça, Et couper dès qu'il y a l'action de contre-attaque. Allez, Mais Omar, quel plaisir ils prennent les joueurs. Gamero, c'est un super joueur. Quel plaisir il... Non, je pense quel plaisir il prend Alvarez. Il gagne. Regarde comment on arrive à lui. Aujourd'hui, il faut se dire que lui, c'est un héros. Parce que quelque part, avec une idée très figée, parce que ça a toujours été comme ça, et que ça fait, je sais pas, 15 ans, je sais pas. 14 ans. Bon, 14 ans. Et 14, toujours, parce que combien de fois on s'est dit, quand il menait dès le départ, il faisait jouer défenseur, on a eu un paquet de matchs. Donc lui, sa maîtrise des têtes, c'est celle-ci. Et bon, il a placé l'Atlético, donc quelque part, alors, comment tu vas pour le perturber? Et cet état d'esprit, il l'a insufflé à toute son équipe, et même à tout un stade, qui a ovationné, mais très clairement, Giuliano Simeone, non pas pour un but, mais pour son replacement défensif. Parce qu'il touche pas le ballon. Voilà. Il y va, là, regarde. Là, il y va, c'est sûr. C'est magnifique. Et allez, ça repart. Allez, on y va, c'est reparti. La goutte de transpiration, il est revenu. Il revient. Donc, il n'a pas touché à aucun moment. Là, quand il revient, là, c'est ça. Ça, c'est de la maestria. Quel talent pour mais là, il y a eu un dans le stade, hallucinant, quoi. Dans le stade. Où sommes-nous? Oui, c'est ça. Bon, en tout cas, c'est le football. En tout cas, c'est l'un des aspects. Et puis c'est surtout son fiston. En plus, alors lui, il a été insufflé dès le début, quoi. Avec le fameux lait dont vous nous parlez régulièrement, il y avait un petit peu à l'intérieur du biberon. Tout à l'heure, on a vu les deux lignes de défense en première période du côté des Colchoneros, et en seconde, c'était peut-être encore plus que ça. C'était tout le monde dans la surface. On a eu, regardez ces images, et là. Regardez bien aussi le score. L'Atlético mène à cet instant de la partie et va mener aussi un petit peu plus tard, on va le voir. Et il y a quand même ce bloc. Alors d'habitude, on parle d'un bloc bas. Là, c'est un bloc qui est tout en bas. C'est sans surprise. C'est triste, mais c'est sans surprise. On l'a vu combien de fois, ça? Non, mais c'est vrai, combien de fois on les a vus jouer comme ça? C'est l'inverse qui est surprenant. C'est s'ils continuent à attaquer. Non, mais ça, malheureusement, on s'y attend toujours. Est-ce que. Moi, quand ils mènent à 0, je me dis, ça va être chaud. L'avant-centre sur l'action, c'est Julián Álvarez, qui était l'avant-centre, comme on parlait tout à l'heure de Kevin Gamero. C'est lui qui vient derrière l'arrière-gauche. S'il y a que Griezmann qui désobéit un peu parce qu'il est en dehors de la surface. Le reste, 9 autres joueurs avec le radis. Je pense que c'était une petite pique en passant, comme ça, comme... non, c'est une mise en bouche, ça s'appelle. Vous savez, avant l'apéritif. Moi, je pense qu'on a un bon programme. Hein. Oui, bonjour, je pense aussi. Pour ce qui est des huitièmes de finale, eh bien, il y aura du suspense et sans doute même de l'effroi pour certaines équipes quand elles ont dû voir à qui elles seraient confrontées. Rémi, vous avez eu peur, non? Vous avez peur de rien? Alors, de l'ensemble. C'est notre compétition. Oui, je sais. On en fait ce qu'on veut. Tout le monde adore ça. Parfois, on distribue quelques miettes. On verra, Rémi. En tout cas, dans l'ensemble, on a une promesse de spectacle, quelque chose de spectaculaire. Et je pense que ceux qui ont pensé la nouvelle formule ont espéré cela. Il y aura évidemment des surprises. Il y en a eu déjà cette semaine pour ce qui était des barrages. Les huitièmes se disputeront dans la première quinzaine du mois de mars. Alors, vous parliez du FC Barcelone. Rémi, ils ont écopé du Benfica Lisbonne, là où ils iront jouer. Pour l'Inter Milan, eh bien Milan... le Milan AC a été éliminé par le Feyenoord. Eh bien, c'est l'Inter maintenant qui se retrouve confronté au club des Pays-Bas. Arsenal ira jouer du côté d'Eindhoven face au PSV et Aston Villa ira à Bruges. Et puis, nous avons gardé le meilleur pour la fin, les autres rencontres, et notamment celle des clubs français, avec le Paris Saint-Germain qui a tiré le gros lot au Parc des Princes. En tout cas, ça sera du spectacle et une belle fête, puisqu'il s'agit de Liverpool. Alors... si les Parisiens ont eu tant de mal à se qualifier. Alors, il y a aussi deux derbys. On va s'arrêter sur l'un des plus importants, bien sûr, parce que je pense que celui-là vaut son pesant, Rémi, et c'est Real Atlético. Est-ce que c'est dommage déjà pour vous que ça soit un derby madrilène en huitième de finale de Ligue des Champions? Mbappé a dit, oh, c'est bien, parce que comme ça, on n'aura pas besoin de voyager. Non, mais il faut savoir que déjà même l'année dernière... en Coupe du Roi, ils se sont rencontrés en huitième de finale. Mais non, mais en Coupe du Roi, c'est normal, c'est que des équipes espagnoles. Donc c'est normal. Donc aujourd'hui, il faut savoir que c'est des équipes qu'on aurait souhaité avoir, mais si on regarde au niveau du palmarès, bon,
Attendez. D'accord, 15 à combien? Real Madrid, c'est... Regarde Real Madrid, c'est 15, de l'autre côté, c'est 0. Et de surcroît, ce qu'il faut quand même souligner, c'est que, bon, quand on essaie de regarder depuis 1959, Atlético n'a jamais éliminé Real en Ligue des Champions. Et lorsqu'on regarde depuis... Ils ne se sont pas rencontrés souvent. Depuis 2014, c'est 6 rencontres. Et chaque fois, c'est Real. Donc, tous ils sont des clubs. Tous ils sont des clubs de Madrid. C'est peut-être le moment de changer, non? D'ailleurs, on a vu en championnat cette saison, il y a eu une double confrontation. Ça a fait 1-1 à chaque fois. Au Metropolitano, 1-1. Pour les Real, quand même. Et 1-1. Attention, hein, la proximité avec Rémin Gono, parfois mauvaise conseillère. Mais il y a eu 1-1. Je suis pas si d'accord comme avant, mais... Ligue des Champions, c'est autre chose. Ne parlez jamais de Ligue des Champions. Et parmi les matchs que tu évoques, il y a eu 2 finales. Les 2 finales de 2014 et de 2016, effectivement, où le Real s'est imposé. Dans l'une, il y avait eu égalisation de Sergio Ramos à la dernière seconde, et du coup, ils ont gagné en prolongation. Et dans l'autre, il y a eu un penalty raté par Antoine Griezmann. N'est-ce pas? Donc, le Real a eu encore une fois un maximum de réussite. Peut-être que la roue va tourner cette fois-ci. Une question, c'est est-ce que, justement, nous, on voit ça comme le derby espagnol, est-ce que ces deux équipes jouent différemment quand il s'agit d'un 8e de finale de Ligue des Champions? Je crois que l'Atlético va jouer un peu plus défensivement. Et parce qu'ils ont fait les derniers matchs. C'est quand même leur spécialité. Et avec Simeone, il a essayé de jouer très bien. Il a essayé, il avoue, c'est que ça marche, c'est 1-0, on défend bien, on est solide, et puis on va voir, on a en plus Julián Álvarez cette saison. Donc, c'est ça que j'attends, c'est ça un peu qu'on a pu voir lors du championnat espagnol, où c'était 2 fois un partout, mais quand même légèrement pour moi favorable au Real Madrid, mais ça ne veut rien dire. Donc, légèrement favori peut-être le Real Madrid, mais pas si facile. Il n'y a pas Bellingham, le premier match, il est suspendu. Donc, je crois aussi que l'effet des jeux à Bernabeu, ça va un peu équilibrer, parce que ce n'est pas la même chose aller jouer chez l'Atlético sans lui. Mais aussi, il y a un petit détail avec les calendriers, c'est que l'Atlético, avant ces matchs, ils ont joué face à Valencia, Barcelone et Athletic Bilbao. Madrid, c'est Girona, Real Sociedad, Betis. Donc aussi, je crois que ça va être un peu plus compliqué pour l'Atlético. Mais une dernière chose, match très intense au niveau sportif, derby, mais aussi au niveau institutionnel. On parlera après quand on parle des arbitres. Mais les dernières semaines, ils se sont attaqués avec les community managers, des messages, etc. Donc c'est chaud, à tous les niveaux. Oui, exactement. Votre regard sur ce match, Eric? Après, évidemment que le Real est favori. C'est leur compétition, évidemment. Donc, on sait qu'ils sont capables de se transcender dans une compétition comme celle-là. Mais après, je trouve ça intéressant de voir l'Atlético en face parce que quand tu as l'habitude de les rencontrer en championnat, c'est jamais la même chose. Là, tu le dis, sur un des matchs, Bellingham est quand même un joueur important aujourd'hui du Real Madrid. Donc, c'est vrai que bon, ce sera beaucoup plus important que les statistiques. C'est pour ça. Je pense que vraiment, il y a peut-être un coup à faire déjà sur le match à Santiago. Puis après, on ne sait jamais. Hein, comme ils ont quelques problèmes avec les arbitres. Pour ces barrages, au moins, les Reds, eux, ont dominé tout ce qui était la première partie de cette compétition. Les Reds se retrouvent premiers avec 7 victoires pour 1 défaite. Malgré tout, en ce moment, l'équipe d'Arne Slot, Xavier, on a l'impression que ça patine un petit peu. Je vais d'abord quand même demander son sentiment à notre ami ex-capitaine du Paris Saint-Germain, Eric Rabé-Sandratana. Est-ce que d'abord c'est une confrontation qui vous inquiète, qui vous enthousiasme? Je vais pas faire le malin, mais non, c'est Liverpool. Après, franchement, ce Paris Saint-Germain m'étonne de match en match sur mais cette Ligue des Champions. C'est une belle affiche, c'est prometteur d'une belle fête, c'est quoi? Ça promet un vrai bon match. Je suis content aussi alors je sais pas que j'en avais marre un peu du Barça, mais il y avait le Barça ou Liverpool, donc j'ai envie de dire, voilà, ça change un peu. Ouais. Et puis, non, franchement, parce que ils ont été capables d'être forts pour l'instant, mais ils ont pas rencontré d'équipe. Ça fait 2 mois qu'ils sont forts. Ouais, exactement, mais ils ont pas rencontré d'équipe comme Liverpool. C'est-à-dire que, voilà, aujourd'hui, il faut redescendre et se dire que en face, il y a un vrai adversaire et que ça va être très très dur, mais c'est passionnant. Quand même. Eric Roy disait mercredi soir en conférence de presse après le match du PSG contre Brest, il disait j'ai été très impressionné par Barcelone, ils ont perdu 3-0 au Camp Nou, au Stade Olympique. J'ai été très impressionné, mais ce Paris Saint-Germain-là est encore plus impressionnant. Et je ne pense pas que Liverpool ait rencontré jusqu'à présent une équipe du niveau de ce Paris Saint-Germain-là. On ne parle pas de celui de l'automne, on parle de celui de maintenant. Et ça, c'était l'avis d'Éric Roy, donc l'entraîneur de Brest, qui, je trouve, est très intéressant.
Parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, le PSG s'est vraiment élevé à un très haut niveau et que même ce Liverpool, leader du championnat d'Angleterre, actuellement sorti en tête de la phase de championnat du premier tour de la Ligue des Champions, eh bien ce Liverpool-là a peut-être pas autant de marge qu'on pouvait le penser sur le PSG. Donc, encore qu'on n'a pas vu le Paris Saint-Germain confronté à une équipe de ce niveau. Ils sont très bons, mais Manchester City, c'est quand même une équipe grande. Brest, ils étaient en déconfiture. Faut quand même faire les matchs. Aujourd'hui, la dynamique, tu viens de gagner 5 matchs d'affilée en Ligue des Champions. Ce que tu n'aurais jamais dit en pensant au départ de cette compétition. Donc ça veut dire qu'il y a du mieux et qu'il y a des choses intéressantes. Après, je suis pas sûr que Liverpool soit content de rencontrer le Paris Saint-Germain non plus. Exactement. Rémi, est-ce que selon vous, c'est même peut-être le bon moment pour ce Paris Saint-Germain qu'on a vu donc avoir du mal à se trouver en début de saison, contrairement à Liverpool qui, malgré le changement d'entraîneur, malgré quelques ajustements dans l'effectif, a commencé très très fort. Ils sont toujours premiers en Première Ligue, même si ils viennent de faire 2 matchs nuls en 3 rencontres et qu'ils ont été éliminés un peu bêtement en Coupe d'Angleterre. Justement, vous évoquez leur élimination devant Plymouth, où je parlais. C'était quoi? C'était votre carton? C'était mon carton rouge. C'est quoi, 4e division? Oui, donc, bien évidemment, j'avais dit que Liverpool risque d'avoir des problèmes physiques parce qu'ils ont commencé tambour battant. Et moi, je disais toujours que les grandes équipes comme le Real, c'est plus tard qu'ils montent en régime. Donc actuellement, je constate quand même qu'ils sont un peu diminués physiquement. Lorsque vous regardez leur match contre Wolverhampton, vous voyez que vers la fin, pratiquement, ils sont sur des rotules. Contre Everton, ils se font quand même égaliser dans la dernière minute, sans pour autant oublier que Aston Villa également, eux qui n'encaissaient pas des buts, ils ont aussi pris 2. Ça fait quand même pour des matchs, et surtout qu'on se disait que avec la charnière Van Dijk et Constant, on se disait c'était une équipe qui était imperméable. Sans oublier que le dernier match, peut-être de la Ligue des Champions, ils ont perdu ça face à Eindhoven. On disait que c'est un Liverpool qui était invincible. Mais il faut faire très attention, parce que justement, c'est là où ils peuvent être dangereux. Pourquoi? Parce que c'est le système de jeu du Paris Saint-Germain. Ce Liverpool souffre devant des équipes qui sont très regroupées et qui savent contre-attaquer. Or, ils sont très forts dans les transitions. Et Paris Saint-Germain aime la possession. Alors, Liverpool a des flèches, telles que Salah, qui aujourd'hui, en 66 matchs, tout le monde le sait, a 28 buts et 19 passes décisives. Vous avez aussi Diaz de l'autre côté. Donc, ils peuvent aller très vite au niveau de la profondeur. Donc, à partir de cet instant, je crois que c'est plutôt Paris Saint-Germain qui est en danger. Pourquoi? Parce que l'euphorie de la victoire va entraîner le Paris Saint-Germain à croire qu'ils sont déjà supérieurs. Or, il y a un proverbe africain qui dit, il y a un proverbe qui dit, on apprend peu avec la victoire, mais beaucoup avec les défaites. Ça, ils en ont eu des défaites. On se souvient de certaines très, très vexantes en début de saison. Manu, on imagine que Luis Enrique, il doit saliver à l'idée de ce match. Et lui, il saura leur dire, on a gagné la dernière fois, mais c'est pas toujours pareil. Oui, Luis Enrique, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a, je crois que c'est 2 semaines qu'il a dit une chose que j'attendais pas, du type, on va voir si on est les premiers à faire histoire avec les PSG. Donc, il envisage déjà la possible victoire en Ligue des Champions. Donc, je crois qu'il est très confiant, même s'il ne peut pas l'avouer publiquement comme ça. Après, c'est un rival. Surtout à Paris. Oui, non, mais il a dit ça. Il est toujours très prudent. Il a dit ça. Je crois qu'il parlait. C'était une longue réponse. Et je crois qu'il a même pas réfléchi au fait qu'il a dit ça. Et puis il a dit, peut-être j'aurais pas dû le dire. Mais ça montre. Après, je suis d'accord. Les pertes des balles pour les PSG, ça peut être dangereux. Le PSG quand même a joué face à des rivaux difficiles. Cette saison, ils sont perdus face à des rivaux difficiles en Ligue des Champions tout au début. Pour moi, ce qui équilibre un peu les choses, c'est que le PSG va très bien le dernier match. On va dire que Liverpool va pas si bien, parce qu'ils font pas mal non plus. Et l'effet de l'état physique, j'ai vu d'autres équipes qui commencent très fort. Puis janvier, février, ils se calment un peu parce qu'ils veulent garder un peu d'énergie pour la dernière partie de la saison. Mais c'est surtout la différence Premier League, Ligue 1. Les matchs de PSG n'arrivent pas à te préparer vraiment pour un match comme celui-là. Rémi Ngono fustige l'élimination de Liverpool de la Cup. Mais il a oublié de dire que c'était pas l'équipe première de Liverpool qui jouait, même pas l'équipe B, c'était l'équipe C qui jouait à Plymouth. Alors effectivement, ils ont perdu 1-0 dans ce tour de Cup. Non, mais bon, ils sont fait éliminer de la Cup
par non pas une équipe de 4e division, Plymouth est en Championship, c'est-à-dire en 2e division. Donc ils se sont fait éliminer de la Cup. Mais ils sont en finale de la Coupe de la League Cup, où ils joueront contre Newcastle. Ils sont toujours leaders du championnat. Et donc, effectivement, il peut y avoir de temps en temps des moins bien. Mais pourquoi? Parce que Arne Slot, dont c'est la première saison sur le banc des Reds, eh bien, il découvre l'exigence des saisons en Angleterre, où on ne joue pas 1 ou 2 compétitions comme aux Pays-Bas où il était avant, on en joue 4. On en joue 4. Donc, même s'il a un effectif très important, il faut qu'il intègre cette rotation et de temps en temps, effectivement, il fait tourner et puis ça tombe mal. Eric, une dernière question au sujet de ce match. Le retour, hein, évidemment, comme le Paris Saint-Germain est passé par les barrages, joue le match aller à domicile et donc le retour sera à Anfield. Ça change beaucoup de choses? C'est toujours mieux, mais après, quand tu dois faire des exploits contre un Liverpool, ouais, mais non, mais j'ai envie de dire que aujourd'hui, je sais pas si c'est vraiment important, surtout quand c'est un adversaire comme ça. Paris a tout approuvé, Liverpool est quand même le favori de ce match. On va rester humble et on va pas oublier que en face c'est un vrai adversaire et qu'il y a une histoire, il y a une continuité, une régularité dans la compétition. Donc Paris est mieux, mais Paris doit années, hein. Justement, Paris doit prouver. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est un vrai beau challenge pour et puis ça peut aussi marquer les esprits si jamais tu passes le cap. Ils ont fait 2 finales il n'y a pas si longtemps. Xavier, dans vos statistiques, vous devez avoir ça. Hein. Ils se sont rencontrés 3 fois, ces équipes PSG et Liverpool, ces derniers temps. Il y avait eu 1997, des temps anciens où Liverpool n'allait pas si bien. Et le Paris Saint-Germain avait gagné une demi-finale de Coupe des Coupes. Et puis en phase de poule, récemment, ils s'étaient rencontrés aller et retour. Il y avait encore Neymar, il y avait encore Mbappé. C'était 2018 et voilà. C'était un groupe très relevé où il y avait eu Naples et l'Étoile Rouge de Belgrade qui avaient joué les arbitres. Ouais. Alors bienvenue à tous, merci d'avoir sollicité ma chaîne pour regarder cette actualité sur le Barça et l'Atlético. J'espère que vous avez kiffé les informations, vous avez kiffé les analyses. En tout cas, n'oubliez pas, abonnez-vous pour ne rater aucune autre de mes vidéos, pour être toujours à la pointe des dernières informations sportives, pour également être à la pointe des informations politiques, parce que j'ai également une playlist actualité et je vais créer une playlist politique spécialement pour tous les férus de la politique, parce qu'il y a beaucoup d'élections cette année. Il y a beaucoup également de sujets politiques, géopolitiques et internationaux qu'on devrait traiter. Donc je compte vraiment sur vous pour vous abonner, activer la notification et partager au maximum la vidéo. Alors, merci à tous, j'en suis reconnaissant. Félicitations encore au Barça, qui a démontré que le Barça est vraiment de retour. Et il faudrait que les dirigeants du Barça laissent Hansi Flick travailler. Parce qu'il ne faudrait pas qu'il se comporte comme au Bayern, parce que Hansi Flick il a fait un gros travail au Bayern. Et à un moment donné, on a commencé à... Il a réclamé des choses qui ne lui ont pas été données. C'est pour ça qu'il est parti, on ne l'a pas chassé du Bayern. Il a voulu partir parce qu'il n'a pas obtenu ce qu'il voulait pour continuer sa mission, son bon travail. Et les dirigeants n'ont pas su le comprendre. Il ne faudrait pas que le Barça tombe dans les mêmes travers et perde un excellent coach comme Hansi Flick. On espère qu'ils seront malins. On espère qu'ils seront sages. Donc on la balle est dans leur camp, hein, parce que sinon le Barça va encore rentrer. Ça fait quand même 13-14 ans que le Barça ne remporte pas de Ligue des Champions, de gros trophées. Donc il serait temps que le Barça soit de retour sur la scène et en satisfaisant également les exigences du coach. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine, très bientôt, sur la même chaîne. Abonnez-vous. Alors, parlons du nouveau FC Barcelone. Ce nouveau FC Barcelone transformé par un certain Hansi Flick. Voilà, ancien coach du Bayern Munich, ancien coach également de la Nationalmannschaft, qui a complètement changé le visage de cette équipe. Vous êtes fan du Barça, bon, vous aimez le Barça, vous aimez le football de la Masia. Que pensez-vous du nouveau style apporté en plus de ce style de possession, de petite passe du Barça? Cette petite touche d'originalité apportée par Hansi Flick, on en parle dans cette vidéo. Bienvenue à tous, merci de vous abonner, c'est la première fois. Merci d'activer la cloche de notification, de partager au maximum cette vidéo, parce que, vous le savez, c'est ça aussi, c'est ça la récompense. N'oubliez pas de laisser un commentaire aussi si la vidéo vous inspire, pourquoi pas. On parle donc de cette attaque de feu dont dispose le Real Madrid, une attaque redoutable qui se positionne de façon très sérieuse, voilà, qui est également ce club-là qui veut retrouver
le plus haut niveau, le dernier carré de la Ligue des Champions. Ça fait des années quand même que ce club n'a pas joué le dernier carré. Il est temps. Avec ce Hansi Flick, grâce à ce coach, qu'ils avaient battu 8-2. Grâce à ce coach, peut-être le Barça va retrouver la gloire. Peut-être le Barça va au moins atteindre le dernier carré. Pourquoi pas jouer la finale, peut-être face au Real. Ce sera peut-être une finale classico, une finale 100% espagnole. En tout cas, nous, on aime les gros matchs. Le match Barça-Real, c'est le match le plus regardé dans le monde. Donc si ça arrive en finale, pourquoi pas? On est preneurs. Hein. On est preneurs. Alors parlons de ce trio offensif. On a Robert Lewandowski, 16 buts en Liga. On a Rafinha, 11 buts et 6 passes décisives. Ça fait 17 fois décisif. On a Lamine Yamal, le monstre, 5 buts et 9 passes décisives. Voilà, ça forme dans un trio équilibré qui allie expérience avec Robert Lewandowski, créativité, bien sûr, avec Rafinha. Alors, bienvenue à tous. Merci d'avoir sollicité ma chaîne pour regarder cette actualité sur le Barça et l'Atlético. J'espère que vous avez kiffé les informations, vous avez kiffé les analyses. En tout cas, n'oubliez pas, abonnez-vous pour ne rater aucune autre de mes vidéos, pour être toujours à la pointe des dernières informations sportives. Pour également être à la pointe des informations politiques, parce que j'ai également une playlist actualité et je vais créer une playlist politique spécialement pour tous les férus de la politique, parce qu'il y a beaucoup d'élections cette année. Il y a beaucoup également de sujets politiques, géopolitiques et internationaux qu'on devrait traiter. Donc je compte vraiment sur vous pour vous abonner, activer la notification et partager au maximum la vidéo. Alors, merci à tous, j'en suis reconnaissant. Félicitations encore au Barça, qui a démontré que le Barça est vraiment de retour. Et il faudrait que les dirigeants du Barça laissent Hansi Flick travailler. Parce qu'il ne faudrait pas qu'il se comporte comme au Bayern, parce que Hansi Flick il a fait un gros travail au Bayern. Et à un moment donné, on a commencé à... Il a réclamé des choses qui ne lui ont pas été données. C'est pour ça qu'il est parti, on ne l'a pas chassé du Bayern. Il a voulu partir parce qu'il n'a pas obtenu ce qu'il voulait pour continuer sa mission. C'est son bon travail, et les dirigeants n'ont pas su le comprendre. Il ne faudrait pas que le Barça tombe dans les mêmes travers et perde un excellent coach comme Hansi Flick. On espère qu'ils seront malins, on espère qu'ils seront sages. En tout cas, la balle est dans leur camp, parce que sinon, le Barça va encore rentrer. Ça fait quand même 13-14 ans que le Barça ne remporte pas de Ligue des Champions, de gros trophées. Donc, il serait temps que le Barça soit de retour sur la scène et en satisfaisant également les exigences du coach. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine, très bientôt, sur la même chaîne. Abonnez-vous.